Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, le projet de loi de budget 2023 a été arrêté à 6 411 milliards francs CFA. Un projet rejeté par certains députés de l'opposition, mais que le ministre du Budget défend et parle d'un projet bâti sur une croissance de 10,1%. À suivre les explications de Mohamedou Moustapha Ba dans ce journal. Détention du journaliste Pape Alé Niang, toute la corporation se mobilise pour sa libération immédiate et sans condition. Cet après-midi, une centaine de personnes ont répondu à la marche de la coordination des associations de presse. La déclaration de Mamadou Thior, président du CORED, à suivre dans ce journal. Et puis, Coupe du Monde Qatar 2022, des nouvelles de la tanière des Lions après la confirmation du forfait de Sadio Mané. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, rassure quant à l'engagement de ses coéquipiers à défendre dignement les couleurs nationales, même s'il reconnaît tout le poids de l'attaquant de Bayern dans ce groupe. À suivre ses explications tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la coordination des associations de la presse. Journalistes, hommes politiques et membres de la société civile demandent la libération immédiate et sans condition du journaliste Pape Alé Niang. La réaction de Mamadou Thior, président du CORED, que je vous propose d'écouter au micro de Fatma Niang. Envoyer un message fort aux gouvernants de ce pays-là, pour leur montrer que la presse ne transige pas avec la liberté de la presse. Nous l'avons fait en 2004, nous avons remis ça et la mobilisation a été plus exceptionnelle qu'en 2004. Et nous avons averti, en 2024, s'il y a changement de régime ou s'il y a le même régime, mais en cas de changement de régime, si c'est les opposants qui viennent au pouvoir, on les a déjà avertis que nous aurons le même comportement. Parce que dans ce pays-là, la presse a joué un grand rôle dans la marche de la démocratie. Et il n'est pas question de faire un recul à cette presse-là. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés aujourd'hui comme un seul homme pour faire entendre notre voix dans toute la diversité de la presse du Sénégal. Non, on ne donne pas de délai à la justice sénégalaise, donc la justice peut prendre son temps. Mais je sais que par rapport à ceux qui nous gouvernent, j'ose espérer qu'ils ont entendu le message, parce que c'est ça que nous voulions, qu'ils voient cette mobilisation-là pour savoir décrypter le message qui est derrière cette mobilisation-là pour aller vers la libération immédiate et sans condition de notre confrère Pape Alé Niang. Et on a mis en place un plan d'action. Le premier plan d'action d'ailleurs, c'est cette marche-là qui achève le premier plan d'action. Si nous n'obtenons pas gain de cause, nous allons donc commencer à dérouler un deuxième plan d'action encore plus dur. Nous allons monter en puissance, mais nous osons espérer que nous n'arriverons pas à un deuxième plan d'action et que notre volonté sera satisfaite, c'est-à-dire la libération de notre confrère Pape Alé Niang. Également, les journalistes du département de Mbour se joignent à la lutte pour la libération du confrère Pape Alé Niang. Ils soutiennent que les chefs d'accusation retenus contre le journaliste actuellement dans les liens de la détention ne sont pas conformes à la vérité des faits. Ils exigent également sa libération sans condition. Idigna est leur porte-parole du jour. Je vous propose de l'écouter au micro de Muntaga Khan. Aucun pan du mur de l'édifice de la presse sénégalaise, construite sur des bases solides et séculaires de responsabilité, mais aussi et surtout d'indépendance, n'aura cédé à ce vent d'intimidation. Et oui, nous sommes tous des pans. Pape Alé Niang, que lui reproche-t-on au juste? La diffusion d'informations militaires non autorisées par la hiérarchie, le recel de documents administratifs et militaires, la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Quel drôle d'infraction retenue contre un journaliste imbu du sens de professionnalisme et des valeurs d'éthique, me dira-t-on. En réalité, notre confrère, pétri d'abnégation et de niaque, est victime tout simplement d'acharnement. En atteste
la fragilité du dossier qui veut l'accabler sur le plan purement judiciaire. Nous estimons en toute logique que son arrestation n'est que l'aboutissement d'une traque de longue date, car Pape Alé, nous en sommes convaincus, était depuis plusieurs mois sur la ligne de mire du pouvoir. Et je vous le disais tantôt, le projet de loi de finances de l'année 2023 est arrêté à 6 411 milliards, francs CFA. Les députés l'ont adopté après des débats houleux et certains députés de l'opposition ont décidé de ne pas voter ce projet de loi de finances. Et pour le ministre, ce projet est bâti sur une croissance sûre de 10,1%. Les précisions du ministre Mohamedou Moustapha au micro d'Alun Sow. Monsieur le Président, honorables députés, le projet de budget pour l'année 2023 est effectivement arrêté à 6 411 milliards. Effectivement, en 2012, il s'élevait à 2 344 milliards,8. On voit donc qu'il a quasiment presque triplé en 10 ans. On est revenu là-dessus. Mais ce budget est bâti sur une projection de croissance de 10,1%. C'est revenu plusieurs fois dans nos discussions, contre une croissance en 2022 de 4,8%. Bien sûr, certains économistes, certains honorables députés aussi, peuvent estimer que cette prévision de croissance est trop ambitieuse. C'est ce qui est ressorti dans nos discussions, dans les échanges, dans vos questions, dans votre questionnement. Mais vous aurez aussi remarqué que les plus pessimistes d'entre eux, le Fonds monétaire international, a révisé de nouveau la projection de croissance. Si vous vous rappelez très bien, au premier jour de la présentation du rapport économique et financier, la projection du Fonds monétaire tablait sur 8,1%. Et retenez également que ce jeudi, en marge du vote du budget des institutions comme l'Assemblée nationale, la présidence de la République, le HCCT ou encore le CSE, les parlementaires se sont encore déchirés sur la pertinence de certaines institutions. Je vous propose d'écouter tour à tour Omar Sy, député de l'opposition, et Abdoulaye Wilane, député de la majorité, interrogé par Amadou Barry. Nous considérons que le budget, dans sa globalité, manque de sincérité. Et de ce point de vue-là, bon, les débats vont se poursuivre. On verra à la fin comment ça va se passer le vote. Mais nous avons déjà annoncé la couleur par rapport au vote du budget dans sa globalité, donc la loi de finances 2023. Vous dites qu'il manque de sincérité, c'est-à-dire? Oui, vous savez, un budget, c'est tout un ensemble. Comme je vous ai dit, pour certains ministères, bien entendu, nous avons évoqué les dotations budgétaires. Pour certains ministères, nous avons considéré que la dotation est insuffisante. Pour d'autres, nous pensons que la dotation est beaucoup plus importante que ça. Et comme vous voyez, comme les institutions, nous avons toujours dit que les institutions budgétivores qui n'ont aucune incidence sur la vie des Sénégalais et que ces budgets-là, on devrait les couper et les ramener ailleurs sur la priorité des Sénégalais. Donc vous comprendrez aisément quand nous disons que nous ne votons pas le budget de certaines institutions, mais cela se justifie par rapport à ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, vous parlez le Conseil économique, social et environnemental. À quoi ça sert? Vous-même, vous ne pouvez pas m'expliquer à quoi sert ce Conseil aujourd'hui. Pendant ce temps, vous voyez dans le secteur de l'éducation nationale, les abris provisoires, la question des effectifs, les classes pléthoriques, qui s'expliquent quoi? Par un manque d'enseignants, manque d'infrastructures. La santé, autant de choses aujourd'hui avec le démantèlement de l'hôpital Aristide Le Dantec. On est en train d'avoir en plénière, nous ont montré que la dette du Sénégal, elle est supportable. Et qu'un pays qui s'endette n'est pas un mauvais pays. C'est un pays crédible, c'est un pays fiable. De l'indépendance à aujourd'hui, le Sénégal n'a jamais connu d'interruption du cours démocratique. Le Sénégal n'est pas un pays instable. Le Sénégal n'est pas un pays où on ne respecte pas sa parole et sa signature. Donc, nous sommes un pays fiable. Est-ce que notre dette est soutenable?
Les experts du ministère de l'économie et des finances, les experts du ministère des finances et du budget nous disent c'est soutenable, c'est supportable. On n'a pas encore atteint le plafond, nous avons encore une marge de manœuvre. Et croyez-moi, moi qui suis de Kaffrine, on ne me dira pas que la dette n'a pas d'utilité. L'hôpital de Kaffrine est un hôpital qui est fait sur la base du PPP. Les autoroutes qu'on a, l'autoroute de Dakar-Diamniadio, personne ne me dira que ce n'est pas efficace. L'autoroute Dakar-Mbour, personne ne me dira que ce n'est pas efficace. L'autoroute qui va partir de Mbour jusqu'à Kaolack, personne ne me dira que ça n'a pas d'efficacité. Si tu n'as pas de l'argent à partir de ressources propres, tellement tes besoins sont énormes, tellement tout est priorité dans ton pays, tu es forcément obligé de t'endetter. L'endettement n'est pas un crime contre les intérêts du pays. Justement, nous parlons de la modernisation des routes dans le cadre du programme spécial mis en place en 2022 par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Le coordonnateur du PUMA a rencontré les maires de Boundou et de Gadjega. L'objectif est d'améliorer la mobilité des populations ainsi que la réalisation d'infrastructures sociales de base. Je vous propose d'écouter Moussa Sow, coordonnateur du PUMA, au micro de Babacar Seck. Un programme spécial est en cours de réalisation, notamment dans le domaine du désenclavement, et beaucoup de projets aussi sont prévus au cours de l'année 2023. Il s'agissait pour nous, au cours de cette rencontre, d'optimiser en tout cas l'action du PUMA de manière à déceler parmi les priorités, celles qui sont les surpriorités. Le chef de l'État a placé l'année 2023 comme année véritablement sociale. Et il faudrait quand même, avec ses maires, regarder ce qu'il fallait le mieux faire pour quand même réussir, en tout cas, notre programme. Il faut reconnaître que dans cette partie aussi, en tout cas, du Sénégal, le constat a été fait et avec même les ressortissants donc de cette zone-là, avec les populations, avec même une revendication à la limite, un passage assidu de ces exécutifs locaux au niveau du PUMA pour véritablement corriger ces gaps-là. Et c'est la raison pour laquelle donc, le PUMA a mis l'accent sur l'instruction du chef de l'État depuis l'année dernière, donc ces actions dans cette zone-là. De presse est aujourd'hui autour des opérateurs du secteur des télécommunications. Le ministre de la Communication et des Télécoms était ce matin dans les locaux de la Sonatel. Il a magnifié le travail de cette multinationale et s'engage à soutenir cette boîte pour relever le défi d'un réseau de qualité partout au Sénégal. Je vous propose le compte-rendu de Mame Seynabou Babou. C'est dans la joie que la société multinationale Sonatel a accueilli le ministre de tutelle. Une occasion saisie par la direction générale de présenter les activités de l'entreprise, mais aussi de poser sur la table leur objectif de couvrir d'un réseau de qualité le territoire national. Ça a été aussi l'occasion de discuter de certains sujets sur lesquels nous espérons qu'avec le soutien de l'État, nous pourrons encore faire davantage en termes d'investissement, en termes d'extension de couverture et de nos services, pour que cette ambition que le chef de l'État et le gouvernement du Sénégal a, qui est à terme que chaque Sénégalais, où qu'il soit, puisse disposer des services de télécommunications de qualité. Un objectif affiché par la Sonatel et salué par le ministre des Télécommunications. Moussa Bocar Thiam promet d'accompagner la Sonatel qu'il considère comme un bijou national. Aujourd'hui, j'ai constaté que la Sonatel, depuis 5 ans au moins, et sur 5 ans à venir, a des investissements en moyenne de 70 milliards pour asseoir une meilleure connectivité sur le territoire national. Et donc c'est des investissements extrêmement importants et l'État doit soutenir ces initiatives. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de faire en sorte que sur tout le territoire national, que la connectivité soit quasiment présente. Le ministre des Télécommunications n'a pas manqué de saluer l'effort de la Sonatel, à savoir la baisse des prix des tarifs. Du point de vue des coûts, des tarifs, nous savons que la Sonatel a fait des efforts très très importants parce que nous avons eu des éléments de comparaison par rapport à ce qui se fait dans la sous-région. Donc la perception que certains font du coût des prestations de la Sonatel, c'est une perception tout à fait erronée.
puisqu'en réalité, nous avons une société qui est aujourd'hui, d'un point de vue tarifaire, aujourd'hui est troisième parmi 23 pays africains. La Sonatel, c'est plus de 3 000 emplois directs et plus de 160 000 emplois indirects. Elle contribue également à hauteur de 12% dans le PIB. Moussa Bokar promet de les accompagner davantage. Et puis, on en voit souvent sur Internet, ces liens Internet ou aussi appelés raccourcis qui peuvent cacher un caractère pernicieux pour les utilisateurs non avertis. Ils sont ce que l'on appelle cheval de Troie, des moyens de piratage sur ces réseaux sociaux. Piratage sur le net, les liens de l'hameçon. C'est un reportage de Paul Dacosta. On en voit souvent sur la toile ou dans les groupes WhatsApp des liens qui peuvent être en raccourci et peuvent avoir un caractère pernicieux pour les non-avertis. Omar Kamara dit avoir vécu des expériences du genre. Vraiment, ces liens te font perdre du temps. Parfois, je les partage avec plusieurs de mes amis, mais en fin de compte, je ne perçois rien. À quelques encablures de là, nous rencontrons Matardia. Il affirme prendre ses précautions. Parfois, il y a de ces liens où l'on te promet un visa en contrepartie d'une inscription. Ces derniers ne m'intéressent pas vraiment parce que je crois que si je dois voyager, j'irai à l'ambassade afin d'obtenir mon visa. Vraiment, je ne crois pas en ces choses. Dans le même sillage, Jean Lopi, utilisateur permanent de l'application, se méfie des liens en question. Au début, je ne comprenais pas le fonctionnement. Désormais, je prends plus de précautions. J'ai eu peur des arnaques. On y voit du tout. C'est ce qui fait que j'ai de plus en plus peur. Face à l'immensité du net, les utilisateurs crédules sont parfois victimes des liens qui peuvent cacher un cheval de Troie. Et nous parlons santé à présent. Les Sénégalais à l'honneur à la conférence africaine sur la réduction des risques en santé. L'expert médical près des cours et tribunaux, Dr Joseph Mendy, a présenté un exposé sur le droit à la santé, un pilier pour réduire les risques sanitaires. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au Maroc, Abdourahman Li et Mafalfal. Droit à la santé et réduction des risques, le thème de l'exposé du Sénégalais Dr Joseph Mendy. L'expert médical près des cours et tribunaux est revenu sur les liens étroits entre le droit à la santé s'il n'est pas respecté et les risques qu'il peut engendrer. L'expert a donné l'exemple du Sénégal dans une phase de perfection de son régime juridique dans ce sens devant une assemblée attentive. Après quoi, Joseph Mendy est revenu sur quelques textes internationaux qui garantissent ce droit vital. Un ensemble de règles juridiques qui peuvent ainsi réduire de manière significative les risques dans le domaine sanitaire. Le coronavirus, sa dissémination aujourd'hui réduite de manière considérable dans le monde, a été fortement noté dans le discours des intervenants. Un virus qui a mis à nu le système sanitaire, soutiennent certains. À terme, avant la proclamation de quelques recommandations, des spécialistes en médecine ont ainsi été décorés des mains du ministre de la Santé et de la Protection sociale du Royaume du Maroc. Une Sénégalaise en a aussi bénéficié. Un récit d'Abdourahman Li, retour à Dakar pour parler culture. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a effectué ce jeudi à Popenguine une visite du plateau de tournage du film Une si longue lettre de la réalisatrice Angèle Djabang. Occasion pour le ministre de rendre un vibrant hommage à l'auteur de Une si longue lettre, Mariamaba Aliousso, que je vous propose d'écouter au micro de Muntaga Khan. Œuvre traduite en 17 langues, classée 3e parmi les 100 meilleurs ouvrages des études africaines, avec plusieurs prix remportés, lus un peu partout dans le monde. Malheureusement, la jeune génération n'aime pas beaucoup lire. C'est l'effet du numérique.
qu'une jeune dame fasse œuvre utile en rendant hommage aussi en sa manière à une autre grande dame du monde des lettres pour adapter son ouvrage au cinéma, en sachant que déjà dans des dizaines et dizaines de pays, cet ouvrage est lu à travers des langues de ces pays-là. Je pense que c'est être dans l'air du temps, c'est faire preuve de générosité intellectuelle, c'est également faire preuve d'une grande vision en matière de création artistique et audiovisuelle. Mais aussi me réjouir de cette belle harmonie qui célèbre l'intégration africaine à travers la composition cosmopolite des acteurs et des actrices, mais également cette anticipation qui vise déjà à impliquer des étudiants qui sont déjà dans les écoles pour préparer déjà le passage vers l'action directe, mais également vers ce que j'appelle la relève. L'actualité, c'est aussi à 72 heures du premier match des Lions. La vente d'accessoires à l'effigie des couleurs nationales se passe encore timidement au marché Sandaga et à Petersen. Les prix sont jugés peu abordables et les clients se font encore désirer. Ndeye Astou Samb Sen et Sidignan pour le report. Marché Sandaga. La rue d'ordinaire destinée à l'artisanat est en train de timidement changer de visage. Les tableaux et objets d'art font peu à peu place à divers accessoires pour supporter l'équipe nationale du Sénégal. Devant son étal, Alpha, vendeur, confirme la hausse des prix. Si les grossistes augmentent leurs prix, nous n'aurons pas d'autre choix que de suivre pour pouvoir s'en sortir. Les prix étaient plus abordables durant la CAN. Actuellement, les drapeaux sont vendus à 500, 1000 francs, 2000 francs jusqu'à 7000 francs. Les écharpes coûtent entre 2000 et 2500 francs. De l'autre côté, Ousmane. Il souligne que le business marchait mieux durant la CAN. La blessure de Sadio Mané n'a pas arrangé les choses. Ça marche un peu. Les clients attendent sûrement après le premier match pour venir acheter. La blessure de Sadio Mané aussi a découragé certains supporters. Ça ne marche pas comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais nous gardons espoir. Petersen a quelques encablures de là. Ici, les couleurs nationales sont beaucoup plus présentes. Entre maillots, écharpes et sifflets, c'est la caverne d'Alibaba du supporter. Abou veut payer ses bracelets 300 francs l'unité au lieu des 500 francs annoncés par le vendeur. Je voulais en acheter un ou deux pour aller supporter les Lions, mais malheureusement, je n'ai pas 500 francs. Mais pour ce vendeur, pas question de céder. D'après lui, le prix de revient et la main-d'œuvre ne lui permettent pas de vendre moins cher. Nous achetons la marchandise à un prix vraiment exorbitant. Nous peinons même à s'en sortir. Et puis, le tressage est compliqué. Les maillots et autres accessoires de supporters inondent peu à peu le marché. Avec un premier match des Lions contre le Pays-Bas ce lundi, les prix annoncés semblent pour le moment hors de portée du 12e Gaindé. Qatar 2022, toujours Sadio Mané ne jouera pas cette Coupe du Monde. Une nouvelle qui a été un coup dur pour le Sénégalais, mais aussi pour le staff technique de l'équipe, pour El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, lui, croit au reste de l'équipe. Pour lui également, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers feront le nécessaire. De nos reporters, Saïkou Seydi et Serine Saloudem. El Hadji Ousseynou Diouf est très serein, contrairement à beaucoup de Sénégalais pessimistes après le forfait officiel de Sadio Mané. Il reste, lui, très optimiste. Aujourd'hui, si on voit cette équipe-là, il est entouré que de professionnels. C'est des vrais professionnels. Aujourd'hui, chacun a envie de jouer une Coupe du Monde. Chacun a envie d'être titulaire. Chacun a envie de participer. Tout le monde ne va pas participer. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand je les vois à l'entraînement, que ce soit ou à l'hôtel, c'est des gens aujourd'hui, ils sont prêts et ils ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais et aux amoureux du football. L'ancien meneur de jeu des Lions fait entièrement confiance à la bande, à Ismaël Assar, pas pour remplacer Sadio Mané, mais pour porter l'équipe en son absence.
C'est vrai que Sadio, c'est notre leader encore une fois de plus. C'est le gars aujourd'hui qui commence les actions et qui les finit. Maintenant, on va dire que Sadio n'est pas là. Donc, ça me rappelle le match qu'on avait joué en 2002 contre la Suède. On avait deux éléments incontournables de notre équipe, Salif Diao et Khalidou Fadiga qui n'étaient pas là. Et je crois qu'Amdi Faye avait répondu présent et Henri Camara avait répondu présent en marquant les deux buts. Selon El Hadji Diouf, il faut penser à l'intégrité physique du numéro 10 des Lions. Pour lui, la santé du joueur est beaucoup plus importante qu'un mondial. La carrière d'un joueur, ce n'est pas seulement une Coupe du Monde. Il peut jouer encore une autre Coupe du Monde et il peut aider aussi bientôt son équipe, le Bayern de Munich, et surtout nous revenir pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique bientôt à venir. L'équipe nationale du Sénégal a effectué sa séance d'entraînement au Dael Sports Hall ce vendredi soir. Tous les 25 joueurs étaient présents. Et le capitaine des Lions s'est aussi exprimé après cette séance d'entraînement. Selon Kalidou Koulibaly, tout le groupe est motivé pour défendre dignement les couleurs nationales malgré l'absence de Sadio Mané. Il reconnaît toutefois l'importance de l'attaquant du Bayern dans le groupe. Kalidou Koulibaly au micro de nos envoyés spéciaux Saïkou Seydi et Serine Salioudem. On se prépare bien, on est arrivé très tôt au Qatar. On savait qu'il fallait qu'on arrive tôt pour pouvoir s'acclimater le plus rapidement possible à la température et aux conditions qu'il y a ici. Pour le moment, ça se passe bien. On savait qu'on était un de moins sans Sadio pour le moment et on a reçu la nouvelle hier. Donc voilà, on continue à bien préparer le premier match qui sera lundi, qui va arriver très rapidement. Je pense que le groupe vit bien et en confiance et on est en train de bien travailler, donc ça fait plaisir. Non, je me sens bien, je savais qu'il fallait arriver ici en bonne santé, surtout bien physiquement. C'est difficile parce qu'on a beaucoup enchaîné des matchs, on a eu beaucoup de matchs en très peu de temps, mais ça va, le staff s'est bien occupé de nous, en club aussi on s'est bien occupé de nous, donc on est arrivé dans des bonnes conditions ici. Maintenant on est prêt à tout donner pour cette Coupe du Monde et on sait qu'on a perdu un grand leader, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont se révéler et il va falloir être prêt. Ouais, c'est vrai, il y a un peu plus de pression, il y aura un peu plus de jeu sur la défense parce qu'il va falloir bien être fort solidement derrière. Et devant, on sait qu'on a quand même des bons joueurs, donc voilà, on sait qu'on a perdu un grand joueur, mais il va être derrière nous, j'espère qu'il va venir nous rejoindre très rapidement parce qu'on a quand même besoin de sa présence. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres qui vont se révéler derrière, il y a d'autres joueurs qui sont là, j'espère juste que voilà, Sadio va revenir le plus rapidement possible. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.